Bonsoir. Bon, déjà, merci beaucoup parce qu'on a été super bien accueillis. Donc, merci François-Xavier qui est venu nous chercher, Fabrice, tous les organisateurs de cette soirée, toutes les organisatrices. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont tracté, qui ont mis des affiches dans toute la ville pour qu'on soit aussi nombreux ce soir parce que je crois qu'on n'est pas loin de 300 dans cette salle. Donc, bravo. Merci. Alors, c'est une question qui est devenue habituelle. Pour qui ici c'est le premier meeting? Si vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais venus à des réunions politiques? C'est génial, bravo. Merci d'être venus. Ça nous fait un challenge de plus, c'est de vous convaincre, parce que peut-être vous avez lu le programme et peut-être que vous attendez d'être davantage convaincus encore par cette soirée. Donc il nous reste 32 jours pour convaincre, 32 jours pour faire campagne toutes et tous ensemble. Donc c'est un peu stressant quand même, 32 jours, c'est pas beaucoup. Nous on le sait, on calcule parce que Clément a mis une application de régime sur son téléphone, donc tous les matins on se stresse avec ça, avec ce décompte infernal, parce que 32 jours ça fait quand même encore du monde à aller voir et à aller convaincre avec nos propositions. Fabrice l'a dit, moi j'ai coordonné ce programme, donc je suis très fière parce que c'est un travail collectif qui a mobilisé beaucoup de monde depuis 2 ans maintenant. Et c'est un programme qui est complet, il y a 694 propositions pour être exact. Et donc à chaque fois j'ai des journalistes qui me disent mais quand même c'est beaucoup, 694, vous croyez pas que c'est un peu trop engageant, mais vous avez tout prévu, etc. Mais moi je crois que c'est important quand même de mettre carte sur table et de proposer aux gens un vrai projet et qu'ils sachent pourquoi ils vont voter. Parce que là on est à 32 jours du premier tour. Et à ma connaissance, on est les seuls à avoir un programme complet, à afficher la couleur. Donc voilà, je compte sur vous pour défendre ces propositions. Je pense qu'en plus, ça permet à chaque fois que je vous croise, vous me dites moi j'ai convaincu avec telle mesure, j'ai convaincu avec telle autre. Et je pense que ça vous permet vraiment de piocher et de trouver le bon argument pour la personne que vous avez en face de vous. Et donc, ce soir, je voulais vous parler un petit peu d'écologie. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes dans ce programme et donc quand on fait des réunions publiques, il faut choisir. D'écologie parce que il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a 2 semaines. Le GIEC, vous savez, c'est les experts qui travaillent sur la question climatique au niveau international, qui en gros nous dit qu'on va droit dans le mur si ça continue comme ça. Et que donc si on se reprend 5 ans de Macron, c'est la galère. Et la question climatique, ça n'occupe que 2,7% du temps médiatique dans cette campagne. On n'en parle pas. Alors, immigration, sécurité, ça c'est en boucle, on nous en parle absolument tout le temps. Mais quand il faut parler du climat et de qu'est-ce qu'on fait toutes et tous ensemble pour résoudre cette question et pour faire face, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est quand même un moment qui est un moment historique. Cette élection présidentielle, c'est un choix historique qu'on a à faire toutes et tous ensemble. C'est le moment où il faut choisir de bifurquer. C'est le moment où il faut choisir de faire des choix radicaux pour faire face à ce qui nous attend sur le plan du climat et de l'écologie. Et alors Macron, lui, quand il nous parle de climat, bon déjà il s'enorgueillit de son bilan, donc ça j'y reviendrai un petit peu. Chauffez-vous, parce qu'on va y aller normalement ce soir, vous allez pouvoir huer. Et donc Macron, lui, la seule chose qu'il fait, c'est de la culpabilisation individuelle. Donc il vous dit quand même... Il va falloir faire un effort. Voilà, exactement. Merci François. Et donc il vous dit, vous n'avez pas mis la brique de soupe dans la bonne poubelle, il vous dit que vous n'avez pas fermé le robinet quand vous vous brossez les dents. Éteindre la lumière, il a même fait des spots de pub pour nous dire qu'on faisait pas bien. Et le truc, c'est qu'il y a un responsable de cette crise climatique et de la situation dans laquelle on est, c'est lui. C'est lui qui est responsable, c'est les gouvernants, c'est ceux qui font ces choix depuis 5 ans. Et le bilan de Macron au niveau écologique, il est un peu catastrophique. D'abord, il a criminalisé tous les gens qui se sont révoltés, qui ont lutté dans différents coins de France, et notamment à Bure, je pense à Bure parce que c'est pas trop loin d'ici, il me semble. Mais aussi, il a mis en prison les décrocheurs de portraits, il est allé perquisitionner des gens qui luttent dans les bassines dans l'ouest de la France. Donc ça, il y avait du monde. Par contre, il y avait beaucoup moins de monde pour tenir des engagements climatiques. Et donc il a lui-même baissé la trajectoire qui était prévue par les accords de Paris, parce qu'il trouvait ça un peu trop ambitieux. Il a revu ça à la baisse, et le truc c'est qu'il a déjà été condamné 2 fois pour son inaction climatique, et il a été condamné 1 fois pour non-respect sur les normes pour la pollution de l'air. Donc vraiment il nous empoisonne au quotidien. Et puis il a fait mieux que ça encore, c'est-à-dire qu'il a
convoqué une convention citoyenne pour le climat. Il a fait bosser des gens pendant quelques mois quand même, qui se sont mis sérieusement à la tâche, qui se sont dit qu'ils avaient un défi à relever, et qui ont élaboré des propositions qui dans l'ensemble étaient super, très ambitieuses, qui allaient dans le bon sens. Et puis en fait, au moment où c'est arrivé à l'Assemblée nationale, eh ben, il a tout balayé, plus rien à foutre, et il a tout mis à la poubelle. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est lui qui est responsable de ça, je le disais, et qu'il a été condamné. Et donc nous, ce qu'on fera, c'est une politique qui soit juste écologiquement. Parce que là, j'ai une pensée, je ne sais pas comment, c'est la première fois que je viens à Épinal, donc je ne sais pas s'il y a eu une forte mobilisation, mais j'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui sont allés sur les ronds-points il y a 2 ans, pour les gilets jaunes. Et je pense qu'on peut leur rendre hommage, d'ailleurs, s'il y en a eu en France. De politique écologique, en fait on parle aussi de politique sociale, de politique de justice sociale. En ce moment il y a la question ukrainienne, sauf qu'on n'a pas attendu la crise ukrainienne pour constater toutes et tous l'envolée des prix de l'essence, le fait que ça paralyse des gens qui ne peuvent plus se déplacer pour accéder à des services publics, pour aller se soigner, qui renoncent à se soigner. J'imagine que c'est un point comme beaucoup d'autres où il faut 1 an et demi pour avoir rendez-vous chez un médecin et qu'il y a des gens qui font des choix de renoncement aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus de prendre la voiture. Et donc Macron, lui, il a stigmatisé ces gens-là. Il a stigmatisé aussi celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de chauffer des logements qu'on appelle des passoires thermiques, qui sont mal isolés en fait, et donc qui surchauffent pour essayer d'avoir un tout petit peu moins froid dans leur logement. Et c'est ça la politique que Macron a menée. Et c'est sur ça qu'on va revenir, parce qu'il y a d'autres choix politiques possibles à faire. On peut par exemple choisir, et c'est ce que nous on propose, d'isoler les passoires thermiques, c'est 700 000 logements par an. On peut aussi choisir de bloquer les prix du gaz, de l'essence, des produits de première nécessité. On pourrait choisir aussi, comme nous on le propose, de mettre les services publics à 15 ou 30 minutes maximum de chaque personne, donc la santé, l'école, tous les services publics entre 15 et 30 minutes. Voilà quelques-unes de nos propositions. Ensuite, Macron, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il a quand même des amis qui sont bien désignés, c'est toujours les mêmes. Vous me voyez venir ? C'est pas nous. C'est les riches. Alors là, il les a gavés dans tous les sens. Mais sur le plan climatique et écologique, c'est eux aussi les responsables. Je vous ai parlé des gilets jaunes qui ont été stigmatisés parce que Macron c'est mépris, il pointe du doigt, il monte les gens. Mais en réalité, c'est les riches qui sont responsables. C'est Antoine Deltour qui en a parlé, je crois, qui n'est pas là, que je vois pas, mais qui a parlé de ce rapport d'Oxfam qui est sorti, rapport d'Oxfam et de Greenpeace, qui dit donc qu'il y a 63 milliardaires qui émettent autant avec leur patrimoine financier que la moitié de la population française. Alors le truc c'est que nous on savait déjà que avec leur train de vie, c'est-à-dire le fait qu'ils aient des yachts, plein de maisons partout, qu'ils prennent des jets privés, on savait déjà que leur train de vie nous coûtait très cher au niveau écologique. Mais ce dont on s'est rendu compte avec ce rapport, c'est que la façon dont ils investissent tout l'argent qu'ils ont est encore pire, parce qu'ils investissent dans des investissements qui sont toujours polluants, nocifs pour la planète pour aller très vite. Et si on zoome un peu plus encore dans ce rapport, donc il y a 63 qui consomment autant que 50%, il y a aussi 3 milliardaires qui consomment autant que 20% de la population française. Et si on continue à se rapprocher d'eux et à les observer un petit peu plus finement, il y en a un qui s'appelle Gérard Mullier, que vous connaissez peut-être. Gérard ? Eh bien Gérard, il pollue autant avec son patrimoine financier que 11% de la population française, qu'une immense région française, à lui seul. Gérard Mullier, c'est Auchan, c'est d'autres entreprises, mais donc vous le connaissez sans doute. Et nous, on a une solution par rapport à ça, c'est l'ISF climatique. C'est-à-dire qu'on va rétablir l'ISF et en plus, on va l'amplifier sur toutes les consommations les plus polluantes et les investissements les plus polluants. Je crois que c'est une nécessité qu'on doit mettre en place. Je voulais aussi vous parler d'eau, de la guerre de l'eau. Parce qu'ici, vous en connaissez quand même un rayon sur la guerre de l'eau. Alors je crois qu'il y a des gens bien plus compétents et qualifiés que moi qui luttent depuis des années sur cette question de l'eau dans cette salle. Mais peut-être qu'on aura un échange à la suite de cette réunion publique sur la question.
Je ne sais pas si vous vous souvenez en 1974 de René Dumont. Oui, qui avait bu un verre d'eau et qui nous avait dit que d'ici la fin du siècle, ce serait une ressource qui deviendrait rare. Qui avait été pris pour un illuminé à l'époque et qui en fait avait quand même plus ou moins raison, à plus ou moins long terme. Parce que donc la guerre de l'eau, ici, vous en connaissez un rayon, quoi. Vous avez, dans le coin, si j'ai bien compris, je me suis fait expliquer la question, vous avez Nestlé qui fait la loi, quoi, grosso modo. Alors, ils ont commencé il y a longtemps, c'est-à-dire qu'ils se sont implantés dans les années 70, à Vittel, donc c'est à une quarantaine de minutes d'ici. Peu à peu, ils ont déjà... Donc, eux, c'est les champions écolos, tout secteur confondu. C'est-à-dire qu'ils se sont accaparés 70% des terres agricoles autour de Vittel. Donc, en gros, ils possèdent les terres agricoles de la ville. Et puis, c'est quand même les inventeurs de la bouteille plastique pour l'eau. C'est ici que ça s'est passé, vous avez un record, vous êtes fiers, non ? Alors voilà, c'est ici que ça a commencé, parce qu'avant c'était pas du plastique pour l'eau, et donc c'est Nestlé qui s'y est collé et qui a généralisé ça avec la situation évidemment qu'on connaît maintenant. Mais ils ont aussi, et ça impacte plus précisément le coin, depuis les années 90, ils pompent l'eau, parce qu'il faut bien la trouver quelque part. Et au début, ils pompaient, ils captaient l'eau plutôt en surface, pas trop loin. Et puis depuis les années 90, ils pompent dans les nappes phréatiques qui sont très bas, c'est-à-dire celles qui vous permettent de boire de l'eau potable au robinet. Ils pompent dans ces nappes, ce qui crée un conflit d'usage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'eau pour tout le monde. Et au lieu de prioriser, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable à proximité, on utilise ce qu'il y a sous nos pieds, ça paraît quand même logique. Cette eau-là, elle est envoyée ensuite dans du plastique, évidemment, très très loin. Ça, c'est une aberration écologique du coin. Et puis, si j'ai bien compris encore, je suis pas sûre, mais a priori, ils continuent leur méfait, c'est-à-dire que là, maintenant, ils vous ont inventé la papeterie ici même, à Épinal, qui va a priori polluer la Moselle, qui passe juste à côté de nous, juste à côté de la salle. Et donc ils continuent comme ça, à polluer et les nappes, et les sols donc, et les cours d'eau, et c'est absolument inacceptable. Et vous êtes aussi, vous êtes vernis quoi, dans le coin, parce que sur cette question de l'eau, il y a aussi Stocamine, qui est un petit peu plus loin, mais qui est quand même dans la région. Stocamine. C'est pas un office de tourisme là que tu me prends pour... Deux secondes. T'auras la parole pendant 1h30, je pense. Stocamine donc. Stocamine, vous savez, c'est la mine, enfin ancienne mine, où ils ont depuis les années, je sais pas combien, 90 peut-être, où ils ont stocké des déchets hyper dangereux, mercure, amiante, tout ce genre de joyeuseté. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que le sol allait peut-être s'effondrer, que les contenants dans lesquels ces produits avaient mis allaient peut-être commencer à polluer les sols. Et donc ils se sont dit, il y a un problème. Et là, Macron est arrivé. Et avec Barbara Pompili, sa ministre de l'écologie. Et en 2017, ils ont dit, c'est pas un problème, on va tout bétonner, on va mettre un gros sarcophage de béton, ça passera plus dans le sol, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc là, c'est grâce à vous, je crois, quand même, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation pour que ça n'ait pas lieu, parce que c'est pas une solution pérenne, ça finirait par aller dans la nappe phréatique, et pour trouver d'autres solutions qui soient plus pérennes, peut-être que ça impliquera de retirer ces produits et de trouver comment les stocker autrement. Mais donc voilà, je voulais quand même saluer je crois que c'est le collectif O88 qui est très mobilisé sur cette question. Et qui en a des représentants dans la salle. Pour vous dire que sur cette question de l'eau, ça touche en fait à beaucoup de questions, c'est-à-dire les usagers. Sur ce point-là, nous on propose des régies publiques pour que l'eau potable elle soit gérée collectivement et au plus près de nos besoins. On propose aussi que les agriculteurs aient des pratiques plus raisonnées. Dans l'ouest, vers chez moi, il y a la problématique des méga-bassines agricoles, c'est-à-dire ils stockent de l'eau mais ils la pompent aussi dans les nappes. Donc conflit d'usage pareil. Donc, la question de l'eau implique de revoir nos pratiques agricoles. Et plus globalement, ça veut dire aussi à un moment donné mettre des stops aux entreprises qui se gavent, qui en profitent et qui font de l'argent avec l'eau. Merci. Autre sujet écologique qui
en fait un peu la philosophie de notre programme, parce que moi je fais les propositions du programme, François m'a dit moi j'en parlerai pas, quasiment pas, alors c'est moi qui fais le programme, c'est bien réparti entre nous, c'est prévu. Et donc la mesure structurante que vous connaissez peut-être, mais vu qu'il y a plein de mains qui se sont levées tout à l'heure, je me permets quand même de le redire, c'est ce qu'on appelle la règle verte dans le programme. La règle verte, ça veut dire on ne prélève pas plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de reconstituer. Dit comme ça rapidement, on n'en prend peut-être pas la mesure, mais c'est fondamental. Ça veut dire que ça va nous demander de restructurer toutes nos façons de produire, de consommer, d'un bout à l'autre. Ça veut dire aussi que dans le budget qu'on va prévoir sur le prochain quinquennat, il va falloir faire des investissements en matière écologique, pour bifurquer, parce que c'est un changement d'ampleur, et pour ça il y a besoin de mettre de l'argent pour engager des gros chantiers, par exemple la rénovation des bâtiments dont je vous parlais tout à l'heure, mais par exemple aussi le transport et bien d'autres sujets. Et donc, à chaque fois qu'on dit ça, et quand Jean-Luc Mélenchon disait ça en 2017, on lui disait « Oh là là, Mélenchon, la dette, quand même, nous on est des pragmatiques, vous forcément, l'argent magique, etc. » Et puis entre-temps, patatras, pandémie. Et tout d'un coup, ils ont trouvé plein d'argent, parce qu'il en fallait. Donc ils en ont trouvé pour sauver les entreprises, comme ils disent. Et le truc, c'est que nous, on estime que pour le temps qui s'annonce, là où il faut faire un plan d'investissement, c'est sur cette question de la bifurcation écologique. Donc ce sera 200 milliards de plans d'investissement pour la bifurcation écologique. Et notamment pour revoir nos questions industrielles. Je sais qu'ici, il y a eu un gros sujet sur la question de l'industrie du textile, notamment, qui comptait 300 000 emplois à une certaine époque et qui en compte 3 000 maintenant. Et puis là aussi, pandémie patatras, ils se sont rendus compte qu'on n'était plus en capacité de faire des masques, on n'était plus en capacité de faire le matériel pour les soignants. Et donc on va réinvestir de l'argent pour absolument sauvegarder les emplois qui restent et pour pérenniser les savoir-faire, toutes les compétences, tout ce que les gens savaient faire pendant des années que maintenant on a laissé partir. Et donc ça c'est une nécessité et on le fera. Donc il bousille l'environnement, ça je laisserai François compléter mais je vous en ai dit quelques mots. Et puis il s'occupe pas non plus des gens en fait. Les plus vulnérables, les plus menacés en fait, c'est l'abandon total. Donc Macron c'est le roi du mépris. Des petites phrases quand même, je vous en ai parlé, c'est-à-dire que donc on n'a qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, les gens qui sont rien, on l'emmerde. Ce qui est vrai, on l'emmerde par ailleurs, mais bon. Il nous le rend bien, exactement. Mais donc dans notre pays, il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui, 400 000 de plus avec Macron. C'est un seuil symbolique, parce qu'en fait vous êtes un tout petit peu au-dessus du seuil, c'est quand même pas la panacée, c'est-à-dire que ça continue à être très difficile. Le seuil de pauvreté s'est fixé autour de 1 000 € dans notre pays. Donc 10 millions de personnes qui sont en dessous de ce seuil. Et Macron a fait vraiment une politique... il a fait une politique en faveur de ses amis les riches, et là c'était toujours des mesures pérennes, de long terme, supprimer l'ISF, j'en passe et des meilleurs. Et puis pour les plus pauvres, c'était des mesures ponctuelles. Donc il y a eu les gilets jaunes, donc il a cédé sur la fameuse prime gilets jaunes, ce qui prouve d'ailleurs que la mobilisation paye et qu'on a raison de le faire. Il y a eu la mobilisation des soignants pendant la crise sanitaire, donc il y a eu des primes pour les soignants, mais tout ça c'est pas des augmentations de salaire quand même, donc ça coûte beaucoup moins cher pour l'État. Et ça change pas la situation des gens. Et le truc, c'est que son discours de mépris comme ça a imprégné. Et que le sentiment de honte, qui était déjà là bien souvent avant, il a augmenté. Et aujourd'hui, c'est un tiers des gens qui auraient droit au RSA qui n'en font pas la demande. Un tiers des gens qui auraient droit à ces 400 et quelques euros qui n'en font même pas la demande. Soit parce que les démarches administratives sont trop compliquées, soit parce qu'ils ont honte. Et ça, on estime que c'est une situation qui ne peut plus durer. Donc on a plusieurs propositions dont je vous parle rapidement. La première, c'est évidemment la hausse des salaires, en commençant par le SMIC. Donc SMIC à 1 400 € pour toutes et tous. Ensuite, le partage du temps de travail. Sur la question du pouvoir d'achat, je vous en ai dit un mot très rapide, mais le blocage tout de suite des prix des produits de première nécessité. L'Ukraine, ça va être la question énergétique, on le sait, mais c'est aussi les cours du blé, donc les produits agricoles, donc in fine, c'est-à-dire les pâtes par exemple.
Et donc on bloque les prix des produits de première nécessité et de tout ce dont on a besoin pour se nourrir ou vivre de manière plus générale. Et puis dernière mesure, pas des moindres, la justice fiscale, la révolution fiscale, qui est une mesure peut-être plus difficile à saisir, mais en gros aujourd'hui les tranches d'impôts elles sont très inégalitaires parce qu'elles sont très larges. Et nous on propose de passer à 14 tranches pour qu'elles soient bien plus adaptées aux revenus des gens. Et on fera un simulateur qui vous permettra de voir en dessous de 4 000 € par mois, en gros, donc ça fait quand même beaucoup, on est je pense beaucoup dans la salle à moins que ça. En dessous de 4 000 € par mois, avec Jean-Luc Mélenchon, vous paierez moins d'impôts. Et puis donc la question de la pauvreté, c'est jamais au hasard, c'est quand même... Il y a des récurrences, on va dire. Il y a beaucoup de familles monoparentales, par exemple, c'est 35% des personnes pauvres. Et c'est aussi les jeunes. Je crois que c'est plus de 20% des personnes considérées comme pauvres qui sont des jeunes. C'est une idée qui a fait son chemin, que la précarité serait normale chez les jeunes. Or, et là aussi ça rejoint la question du financement, de l'argent pour aider la jeunesse notamment, il y en a plein dans notre pays. Et ce qu'a proposé Jean-Luc Mélenchon, c'est de prendre sur l'héritage maximal, de fixer un héritage maximal à 12 millions d'euros. Ça va, je pense que ça va. Et au-dessus de 12 millions d'euros, on donne tout pour les jeunes. On donne tout pour financer... On donne tout pour financer notamment la garantie d'autonomie, ça veut dire 1 063 € pour chaque jeune, 16 ans à partir de 16 ans pour celles et ceux qui sont en lycée professionnel, 18 ans pour ceux qui sont dans l'enseignement général. Je crois que c'est la moindre des choses pour permettre de faire ses études sereinement, sans avoir à enchaîner les petits boulots à côté, parce que souvent la famille ne peut pas nécessairement aider plus que ce qu'elle essaye déjà de faire. Et donc moi je suis... cette campagne présidentielle, je suis envoyée pour faire les débats des jeunes. J'en profite, je me la pète un peu parce que dans 5 ans, pour la prochaine présidentielle, je serai plus considérée comme jeune, donc vraiment dernière minute. Et du coup, je fais les débats des jeunes et j'en ai fait notamment avec Stanislas Rigaud, le représentant de Zemmour, le représentant de Mme Pécresse, tout ça. Et alors... ouais, c'est horrible. Et du coup, ils sont tous potes. Ils sont tous potes, donc ils se tutoient, ils parlent de leur match de foot, etc. Donc moi j'arrive là-dedans, je fais la gueule et tout. Je fais quand même pour la cause parce que c'est vraiment une ambiance lourde. Et alors, une fois qu'on commence à débattre, les propositions pour les jeunes, il n'y a plus personne. Vide abyssal. Vous avez le représentant de Zemmour qui propose par exemple pour les jeunes, sa grande mesure pour la jeunesse, c'est l'exonération des frais de notaire. Pas mal, hein? Les frais de notaire. Donc là, la jeunesse populaire se sent revigorée d'un coup. Les frais de notaire, donc c'est quand on achète par exemple une maison, il y a 5,7% des moins de 25 ans dans notre pays qui arrivent à acheter une maison, c'est-à-dire en gros ça concerne quand même très peu de monde. Les riches, pour aller vite. Madame Le Pen, alors elle propose de les exonérer d'impôt sur le revenu. C'est pas mal non plus, parce que du coup, la plupart, ils ne les touchent pas. 75% des gens ne les touchent pas, des jeunes notamment. Madame Pécresse, elle leur propose une grande banque de la jeunesse. Pour qu'on ait tous le droit de s'endetter dès très jeunes, pour faire les études. Quant à Monsieur Macron, alors lui, alors c'est très chic. C'est un jeune, une solution. Ah, vous avez pas vu venir le truc, hein? Bah oui, on sait pas. Personne n'a trouvé la solution, personne ne s'est orienté dans son truc. Donc voilà. Et donc nous, on fera évidemment la garantie d'autonomie, 1 063 € pour chaque jeune, je l'ai dit, et aussi créer des emplois jeunes. Parce que c'est un jeune sur 5 qui est au chômage, donc ça veut dire qu'il débute difficilement la vie active. C'est beaucoup plus qu'avant et c'est beaucoup plus que chez les plus âgés. Et donc des emplois jeunes dans des secteurs d'intérêt général, ça peut être pour l'environnement, je vous en ai parlé un petit peu, et puis assistant d'éducation, voilà, des boulots utiles à l'intérêt général, où les gens se sentent utiles et qui permettent d'entrer plus facilement dans la vie professionnelle. Je crois que c'est des mesures
essentielles. Et je vous invite à les diffuser autour de vous parce qu'on a un enjeu sur l'abstention des jeunes à cette prochaine élection. Il faut absolument qu'ils se déplacent parce que c'est eux qui choisissent pour la suite, pour le futur. Donc voilà. Je ne serai pas plus longue parce qu'il y a tout un spectacle après. Bon, ce programme, quand même, il faut qu'on en soit fiers. Je compte sur vous pour le porter haut et fort dans cette campagne pendant les 32 jours qui restent. Il est sérieux, on a bien bossé, il est applicable, on pourra le faire, et il peut changer la vie de beaucoup de gens. Donc je compte sur vous pour aller convaincre, pour aller continuer à faire ce que vous faites, je sais déjà, pour une bonne partie d'entre vous, mais sur les marchés, en porte-à-porte, avoir ces discussions nécessaires. Parce que c'est nous qui ferons la reconstruction des services publics, la bifurcation écologique, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, toutes ces mesures indispensables. Et je termine par juste une citation qui est appropriée à ce que j'ai raconté ce soir, c'était Thomas Sankara qui disait « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour toutes et tous. » Et je crois que nous avons choisi, c'est très net. Donc le bulletin de vote, c'est Jean-Luc Mélenchon au mois d'avril. Merci beaucoup.